Hello, and thank you for joining us for this very special Africa webinar. Wherever you are in the world, welcome to this very important être venu dans ce with us today. webinaire. Bienvenue à cette conversation très importante. Je suis très content que vous êtes là. Donc, nous aurons 1h30 de discussion. Je suis à Soy, je suis basé à Nairobi. J'ai une annonce. Alors, si vous êtes anglophone, vous ne faites rien, mais si vous êtes francophone, payez page appelée interprétation. Cliquez dessous pour la traduction. So that's the translation for French. There's a button at the bottom. C'est la traduction pour le français. Donc, il y a le bâton au fond si vous avez besoin de la traduction en français. Donc, vous pouvez y cliquer. Alors, notre webinaire a été organisé par l'initiative de DNDI et aussi de la coalition de recherche. Donc, on a besoin de traitements pour les patients négligés pour s'assurer que ces traitements vraiment soient abordables pour la communauté. Alors, depuis 2003, donc, il y a eu 5 maladies qui ont été ciblées donc, en Afrique. DNDI travaille avec la coalition depuis 2020 pour donc identifier les maladies négligées de près de 250 membres, 280 institutions ont travaillé pour compléter les efforts avec l'OMS et d'autres acteurs dans la recherche des outils pour la prévention de COVID-19 ainsi que le traitement surtout en Afrique. D'abord, quelques règles de base. Alors, nous allons utiliser beaucoup de plateformes, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. Alors, si vous nous suivez, faites-nous savoir et d'où vous nous suivez. Donc, envoyez les questions si vous avez, parce que nous avons un panel des experts, donc leader dans le domaine de la santé publique. Notre hashtag est hashtag Afrique COVID-19. Alors, faites le Twitter, hashtag Africa COVID-19. Comme j'ai déjà mentionné, il y a l'interprétariat pour le français. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, donc si vous parlez français, alors il y a le bouton que vous allez cliquer au fond pour suivre la traduction. Il y a aussi il y aura la session pour les questions-réponses. Mais d'abord, aujourd'hui, nous allons focaliser sur les questions vraiment concernant la réponse au COVID-19 en Afrique. Les mythes, les leçons et le futur. Je vais commencer par la pandémie elle-même. Le continent a été considéré vraiment comme une bombe à retardement parce que les gens étaient vraiment préoccupés par le sort de l'Afrique et comment l'Afrique allait vraiment s'y prendre pendant cette pandémie. Et plus tard, nous avons vu que beaucoup de pays d'Afrique ont vraiment eu beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'on a vraiment pu aborder ce problème? Nous avons les experts qui vont y parler. And so they will be explaining to us this afternoon what is going on. Les experts vont nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe en Afrique. Pendant 90 minutes, donc nous allons suivre une discussion et contribuer à travers les questions. Donc, pour que nous sachions que vous nous suivez, donc commencez maintenant à envoyer des messages. Je voudrais présenter une petite vidéo pour la mise en scène de notre discussion d'aujourd'hui.
you can see, we have a brilliant lineup. Comme vous le voyez, alors nous avons vraiment des experts de différentes parties du continent, comme j'ai promis. Et alors, Dr. John Kengasson, qui a dirigé les pays ensemble pour essayer d'avoir is here with us. He will be une giving approche unifiée, donc de traiter le COVID. From South Africa, we welcome Professor Helen Rees, the Executive Director of WITS Reproductive Health and HIV Institute, that's WITS RHI. Helen has notched up several awards for her work, no doubt, and is internationally. Donc, il a eu beaucoup de prix pour son travail. Alors, il est reconnu pour sa recherche et son travail en matière de la santé reproductive et de VIH-Sida. Et il a aussi dirigé une équipe donc, qui cherche à trouver le vaccin. Il travaille dans la coalition pour la recherche clinique. À vous la parole, professeur. Bonjour à tous. Je suis très contente de parler à vous. Merci beaucoup, professeur. Nous allons voir quelqu'un de l'Afrique de l'Est, Dr. Borna Nyaoke, qui est gestionnaire de projet, gestionnaire médical au niveau de BMPI, qui a travaillé en matière de traitement au Soudan pour les maladies négligées. Elle a vraiment une expérience en matière clinique dans la recherche clinique, surtout en matière de vaccins de VIH-Sida et d'Ebola. Bonjour. De l'Afrique centrale, nous avons le professeur as we all know, he is very, very busy. Malheureusement, comme nous le savons, il est très occupé. Il a d'autres engagements. Il n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Mais nous avons professeur Aouka qui est gestionnaire donc, du projet de COVID-19 donc, en RDC au Congo, qui a aussi dirigé donc l'équipe qui faisait le suivi sur l'Ebola. Dites bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci. Professeur Aouka est chercheur dans l'Institut national de Kinshasa, est professeur aussi de microbiologie dans l'université microbiologique de Kinshasa. Maintenant, nous avons John Kengasson. Nous sommes très contents de vous avoir. Il est directeur d'Afrique CDC, l'institution africaine donc, qui aide les pays à garantir donc, la préparation pour prévenir les menaces. Il a travaillé donc depuis 2016. Il a reçu beaucoup de prix pour son travail en matière de santé publique. Récemment, donc, la Fondation Bill et Melinda lui a donné beaucoup de prix pour son travail en réponse au COVID-19. Bienvenue, docteur Kengasson. Good to see you again. Merci beaucoup, je suis très content de vous voir. Alors, pour commencer, l'Afrique a été vraiment louée pour apporter la réponse au COVID-19. Alors, vous avez amené les pays ensemble pour travailler ensemble. Qu'est-ce qui a marché pour les pays africains et quels sont les défis que vous avez connus? So thank you. Let me. Merci. Permettez-moi. Oui, allez-y. We can see your presentation is up, Dr. Kengasson. Please go ahead. Votre présentation est prête. Alors, continuez. Bon, alors, permettez-moi d'intervenir. Donc,
en partageant avec vous certaines So if I may just have the next slide, please. diapos suivantes. I understand the control is from that side. Good. So this Voilà. slide you see in front of you, Cette diapo vous montre where we are with the pandemic in Africa. une mise à jour sur là où nous sommes pour la pandémie en Afrique. Aujourd'hui, le 2 novembre, là où 1,7 million de cas ont été enregistrés en Afrique, dont 1,5 million ont récupéré, ce qui représente 2%. Il y a 300 000 qui sont morts, 3 000 qui sont morts, ce qui représente 2,4%. Alors, la courbe ici que vous voyez à droite montre comment la pandémie a évolué. Et la diapo suivante maintenant. Voilà, merci. Ça montre que ça nous a pris 133 pour avoir 1 million de cas. Et puis, la pandémie a accru de 500 000 à 1 million de cas. Et puis, ça a chuté un peu. Là où ça nous a demandé 58 jours pour avoir 1 million de personnes qui étaient infectées dans le continent. La courbe que vous voyez ici devant vous représente la moyenne depuis le début de la pandémie. Si vous cliquez à la diapo suivante, ça montre, diapo suivante toujours, ça vous montre que au pic de cette pandémie, comme continent, nous enregistrons 18 000 cas par jour. Diapo suivante. Ensuite. Et puis, avec la pandémie, il y a la stabilité. Nous voyons une réduction du nombre de cas journalièrement. Et là où nous avons à peu près 7 000 cas. Si vous regardez cette courbe, vous montre que il y a les chiffres sont en train de chuter. Maintenant, nous avons 9 cas par jour, 9 000 cas par jour. Alors, donc il faut donc prendre ça au sérieux dans notre réponse. Alors, nous devons prendre ça au sérieux parce que l'Europe évalue dans la deuxième onde. Alors, si vous regardez cette courbe, alors, diapo suivante. Donc, en avril, dans la première série, il y avait 37 cas en Europe. Mais vers l'octobre, la deuxième onde a frappé, donc, si bien qu'on a eu 150 000 de cas par jour. Diapo suivante. Comme continent, nous devons être prudents et apprendre les leçons de l'Europe et nous préparer pour n'importe quelle deuxième onde. Nous sommes mieux préparés aujourd'hui qu'avant parce que nous avons plus de diagnostics, plus d'équipements personnels de protection, nous avons plus de compréhension sur la transmission du virus et comment nous pouvons prévenir ça. Je vais donc parler des 5 régions du continent pour voir comment la courbe a changé pendant le temps. D'abord, la région d'Afrique centrale, entre août et octobre 2020. Donc, vous voyez ce déclin, cette augmentation. Donc, là où nous avons à peu près 63%, nous avons une réduction donc jusqu'à maintenant. Et puis, Afrique orientale, donc il y a une image différente. Il y a un pic vers le mois d'août et une réduction de 50%. Comme vous le voyez, donc ça commence à augmenter encore une fois, donc avec le nouveau cas entre août et octobre.
le 18 août et le 18 octobre. Puis, en Afrique du Nord, vous voyez qu'il y a une augmentation des cas, percentage changes in new cases over the last 4 pourcentage donc qui montre le nouveau cas pendant les 4 semaines passées. Cela montre que cette région doit augmenter donc les mesures de prévention du Covid. where you can Puis see Afrique australe, vous pouvez voir que à cause des efforts qui ont été fournis là-bas pour contrôler le virus, donc il y a eu une réduction rapide de beaucoup de cas, ce qui arrive à moins de 1%. Vous voyez, ça vous montre que donc il y a à peu près 0,5% donc de cas donc pendant quelques semaines passées. Then the testing. This slide shows Et you puis that le testage, cela vous montre que le testage a augmenté. Donc, nous avons à peu près 18 millions de tests qui ont été menés, qui ont résulté à augmentation des tests donc pour pouvoir déterminer la positivité. Ici, vous voyez différentes régions là où le testage a été fait et dans différentes régions. Donc, diapo suivante. Cette diapo vous montre que le résumé donc de la distribution des tests qui ont été faits dans le continent. 21 pays donc ont de 10 tests par cas. 25 pays donc 10 à 30 tests par cas. 7 pays donc enregistrent 31 à 100 tests par cas et 2 pays enregistrent moins à plus de 100 tests par cas. Alors, on voit que donc le nombre de tests a augmenté quand même. Diapo suivante. so to continue to improve that gap. Alors, pour continuer à améliorer la technologie, augmenter, améliorer, nous avons lancé une initiative avec le S, représenté par le Dr. Tedros and myself avec d'autres acteurs il y a quelques semaines. Donc, pour pouvoir faire le test de 120 millions donc, de tests antigènes pour pouvoir donc voir donc le virus. Alors, ce ne sera pas facile alors de le faire donc pour pouvoir aborder le problème. now with respect to the continental Maintenant, strategy where nous espérons avoir donc les stratégies continentales conjointes. Le continent est en train de travailler ensemble. Cela nous montre une réunion qui a été organisée en février, là où, le 22 donc, février, là où beaucoup de pays étaient représentés pour regarder la stratégie continentale et l'approuver. Cette stratégie a été une pierre angulaire pour notre réponse au niveau du continent. Les ministères l'ont approuvé en 22 février. Le bureau, donc là, en mars. Voilà, donc c'est pour la stratégie continentale conjointe. La stratégie a 3 piliers. D'abord, il y a la prévention, deuxièmement, de la prévention de transmission, deuxièmement, prévention des morts, et troisièmement, prévention des dommages socio-économiques, c'est-à-dire dommages à l'économie et d'autres maladies telles que le VIH, SIDA, malaria et tuberculose, qui sont déjà un défi pour nous, y compris dans le programme d'immunisation. Diapo suivante. Ensuite, so a task force was established called the African Task Force for COVID-19 and which is underpinned alors, by l'appel de la groupe de travail donc africaine pour coronavirus. Vous voyez à gauche, il y a différents groupes de travail donc, qui travaillent, qui travaillent donc beaucoup d'heures par jour pour des stratégies sur comment
combattre le virus. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons développé ce qu'on appelle le partenariat pour accélérer le testage du COVID-19. Donc, augmenter le test et aussi faire la surveillance et faire le traitement. Il y a un peu plus de 10 millions de tests qui ont été menés. Nous avons aussi deux plateformes communes, comme vous voyez à droite. Donc, aussi, nous visons à mobiliser beaucoup de travailleurs de santé. And this platform is part of Alors, cette plateforme fait partie de cette stratégie là où maintenant nous avons ce que nous appelons la plateforme de fourniture médicale africaine. Alors, si vous visitez ce site, vous pouvez voir donc cela, donc les commodités pour la réponse au COVID-19. Alors, il y a Steph Massiwa qui est l'envoyé spécial de l'Union africaine qui a travaillé au nom de l'Afrique CDC. C'est un bon exemple de l'innovation, de partenariat avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Maintenant, je vais utiliser cette diapo pour vous parler des vaccins. Qu'est-ce que nous faisons dans le domaine des vaccins du COVID-19? Nous avons publié un document parlant de l'histoire, disant que l'histoire ne doit pas se répéter, que nous avons besoin d'une coopération continentale globale pour nous assurer que l'Afrique a accès aux vaccins pour le COVID-19. Diapo suivante. Diapo suivante. Pourquoi est-ce que nous insistons sur cette stratégie? Parce que c'est une stratégie. Alors, retournez à la diapo précédente. Yeah, this slide shows you. Cette diapo vous montre clairement que en 1996, regardez donc traitement contre le VIH/SIDA. Si vous regardez la ligne bleue, beaucoup de personnes qui étaient infectées par VIH/SIDA et grâce aux médicaments, donc il y a eu la réduction des cas, réduction des morts. Donc, si vous regardez la ligne rouge, ça montre que le taux de mort a augmenté pendant à peu près 10 ans en Afrique, entre 1996 et 2006, là où 12 000 d'Africains sont morts à cause du manque d'accès aux médicaments pour le VIH/SIDA dans le continent. C'est une leçon que nous devons vraiment apprendre. Diapo suivante. Alors, nous développons une stratégie continentale pour le vaccin, donc, qui doit être soumis, qui a été soumise donc au chef d'État africain. Diapo suivante. Encore une fois, retourner en arrière un peu. Si vous regardez aussi, donc la dernière phrase dit que les chefs d'État et de gouvernement donc, ont souligné que l'Afrique devrait prendre les mesures appropriées dans le cadre de la stratégie pour s'assurer que donc il y ait l'accès aux vaccins de COVID-19 quand les vaccins sont disponibles. Alors, je voudrais parcourir certaines stratégies. Il y a trois objectifs. D'abord, il faut que l'Afrique puisse donc participer au test, plutôt au vaccin, et aussi s'assurer que l'Afrique ait accès aux fournitures de vaccins. Et puis, il faut qu'on enlève les barrières donc, pour la vaccination.
Là, il s'agit du premier objectif. Il y a Prof. Salim Abdul et Prof. Samba qui ont pillar, and we've made a lot dans le comité consultatif. Il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Diapo suivante. Le diapo montre le nombre des essais cliniques qui ont eu lieu en Afrique, aussi les sites qui sont prêts. S'il y a une entreprise qui est prête à aller faire les essais en Afrique, ici les points rouges montrent qu'il y a les essais qui ont lieu là-bas en noir, donc c'est la capacité d'accès en Afrique, d'accès donc au vaccin pour le COVID-19 en Afrique. Alors, donc pour le deuxième objectif, qui est l'accès au vaccin suffisant. Cette initiative donc est appuyée par Gavi MS. Donc, vous essayez de voir comment les manufacturiers, les fabricants peuvent donc fournir le vaccin. Needs that are required. We believe that it will take us. Si on parle des besoins maintenant en matière de vaccins, herd immunity. And if we're a population, nous croyons que ça va nous prendre pour une population de 1,2 milliard. Il y aura 1,5 milliard de doses nécessaires donc en matière d'achat et de fourniture de ces vaccins. Alors, nous savons que l'OMS aussi a promis qu'il y a à peu près 220 millions de doses de vaccins pour le COVID-19. Alors, nous voyons à 10% de gaspillage, donc, ce qui nous donne au moins donc, la garantie pour l'immunisation de 198 millions. Diapo suivante. Nous avons une lacune de financement pour le vaccin donc, dans le continent. Et nous travaillons avec un partenariat avec l'OMS. Gavi. So let me now transition to what we are seeing on the continent in terms of lockdown. This map shows you the different levels where countries are with respect to easing the lockdown. Voilà donc beaucoup de niveaux là où on voit le problème de la levée des restrictions. Alors, nous avons une initiative qui s'appelle Afrique contre COVID-19. Lever les vies, les économies et les moyens de subsistance. Ça demande donc that we have to have a balance between livelihoods, saving lives and saving economies and schools. Next slide. So this initiative was launched on October 5th in Addis Ababa, and we now have an African CDC trusted et aussi protéger les écoles. And you see all what is required. Il y a un portail donc pour voir ce qui est nécessaire pour pouvoir voyager dans différents pays. Donc avant de voyager, donc il faut voir ce qui est exigé. Et cela donc se fait partout en Afrique. Let me just conclude on this slide, which is. Je vais conclure avec cette diapo. Qu'est-ce que nous avons besoin pour maintenir les résultats que nous avons vus pour prévenir la deuxième éruption. Donc, on ne doit pas se fatiguer en matière de prévention. Nous devons intensifier la santé publique, les mesures sociales contre le COVID-19. Donc, nous devons alors nous assurer qu'il y ait un engagement communautaire amélioré pour l'amélioration de l'utilisation des masques et du lavage des mains. Deuxièmement, il faut éviter les réunions publiques. Et troisièmement, il faut continuer à accélérer le test, le traçage et le traitement. Quatrièmement, il faut améliorer la surveillance
Donc, pour détecter à temps les infections, aussi les points chauds, parce qu'à cause de levée des restrictions. Et enfin, s'assurer de fourniture adéquate de l'équipement de protection personnelle. Diapo suivante. Et merci à tous pour votre aimable attention. À vous la parole, modératrice. Merci beaucoup, Dr. Kengasson, pour la bonne présentation. C'est un plaisir de vous écouter parce que nous avons appris beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas donc croiser les bras. Come into play earlier this year, and as you say, we cannot afford jouer un rôle important parce que, comme vous avez vu, nous ne pouvons pas nous permettre donc d'attendre qu'il y ait beaucoup d'autres cas, d'autres problèmes. Donc, il y a besoin de la volonté politique pour prévenir le pire. Alors, ensuite, nous avons Helen Reid qui va nous donner un aperçu général sur la recherche. Les gens ont entendu attendre du point de vue des scientifiques. Et qu'est-ce qui se passe en matière de recherche? Quand est-ce que nous allons voir le vaccin? Quelle est la contribution africaine? Ça, c'est vraiment le travail dans lequel vous avez été impliqués. Alors, pour notre auditoire, donc il faut continuer à nous donner les idées à travers le hashtag pour nous faire savoir là où vous êtes et qui vous êtes et poser votre question. Si vous voulez suivre en français, nous avons l'interprétariat au fond. Donc, il y a le bouton pour l'interprétation. Vous allez choisir donc la langue française. Nous avons la traduction en français en cours. Merci beaucoup. Professeur Litz, vous avez été impliqué dans la recherche pour les vaccins de COVID-19. Qu'est-ce qui se passe dans le continent, l'Afrique du Sud, là où vous êtes? Et comme journaliste, donc, je dois poser cette question. Quand est-ce qu'on aura le vaccin? Il y a 1 million de questions à répondre. Très bientôt, nous aurons le vaccin. Alors, nous essayons de faire un équilibre dans la mesure du possible avec le maintien de tout le protocole nécessaire pour montrer si le vaccin est efficace ou pas. Alors, dans la mesure du possible, nous espérons avoir les données qui montrent donc les essais cliniques qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'essais qui sont en développement. Nous espérons que quand nous commençons, quand nous avons le vaccin, nous pensons que bientôt on aura le vaccin disponible, donc peut-être dans le deuxième trimestre, peut-être de l'année prochaine. Mais déjà dans le premier trimestre de l'année, nous allons avoir quelques vaccins, peut-être de quelques fabricants. Mais nous allons attendre assez de temps pour avoir assez de vaccins pour tout le monde. Professeur, les questions viennent. Je vois une question de quelqu'un qui to participate in trying to get some of their diagnostics and vaccines. How can les États-Unis donc ne participent pas dans le diagnostic, etc., pour trouver le vaccin. Mais rapidement, qu'est-ce que vous devez dire à cette personne? Alors, s'il y a un lieu où il n'y a pas peut-être de volontaires, donc pour qu'on puisse faire les essais une des choses, c'est que nous encourageons les gens d'en parler, de parler de l'importance des vaccins. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui est là-bas. Alors, nous devons commencer à focaliser sur les vaccins donc, qui vont compléter l'immunité naturelle que nous avons.
round and round and coming back repeatedly. So talking about it and advocating. Alors, parlant de ceci et aussi plaider pour le vaccin, c'est une chose. Si vous êtes dans une situation où vous voulez participer donc dans le test ou bien le laisser en secrétaire volontaire, donc nous sommes disposés pour le faire. Nous devons savoir pourquoi est-ce qu'il est important que le continent puisse participer à cette recherche. Ce n'est pas pour tout le monde qui comprend cela. Nous savons qu'il y a eu des vaccins dans le passé, là où il n'y avait pas de participation de la région africaine. C'était le cas. Mais nous savons que c'est très important de faire les essais cliniques pour différentes populations. Parce que chaque population est génétiquement différente. Alors, il y a certaines personnes qui sont exposées à la malaria et d'autres personnes qui ont le VIH-Sida. Alors, nous voudrions savoir si donc, le vaccin va être efficace et sûr pour telle ou telle population par rapport à une autre population, par exemple. The effectiveness does vary and the safety has varied. So it's terribly par rapport à d'autres populations. that we as a continent participate in these trials. Nous, en tant que continent, donc, nous devons participer à cette initiative. En matière de recherche, donc, il y a beaucoup de cas en Afrique donc, qui sont asymptomatiques. Alors, il doit y avoir donc, la façon de traiter donc, ces cas. Merci pour l'opportunité. Je vais donner une petite présentation. Next slide. Diapo suivante. So maybe just to start us off is to describe who exactly we are. Pour commencer, je vais commencer qui nous sommes. Anne a donné une introduction sur l'initiative de maladies négligées. Nous sommes des chercheurs donc, sans but lucratif. Nous avons commencé en 2003, commencé par l'OMS. Nous avons 5 institutions de recherche internationales, y compris l'Institut kenyan de recherche médicale. Nous avons les instituts en Afrique, en Amérique, en Asie. Il y a 3 régions aussi en RDC, en Afrique du Sud et ici à Nairobi, Kenya. Able to work on a number of neglected tropical diseases, including human African trypanosomiasis, visceral leishmaniasis, mycetoma. We also look in neglected populations such as pediatric HIV, and we also work on antimicrobial resistance. And with the support of this, we've been able to discover, develop, and deliver treatments for neglected patients around the world. On a pu aussi découvrir et développer les traitements pour les patients négligés partout dans le monde. Et nos traitements sont abordables. Et nous voudrions dire que l'Afrique est prête pour mener cette recherche. Donc, notre initiative, donc, à travers l'argent qui a été faite, montre donc que nous sommes prêts et nous avons pu sauver des millions de personnes jusqu'à maintenant. Diapo suivante. Alors, dans notre discussion aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui viennent jusqu'à maintenant. Par exemple, comment est-ce que nous avons les infections donc asymptomatiques? Il n'y a pas beaucoup de décès dans des pays africains. Est-ce que l'Afrique est immunisée contre le coronavirus? Il y a des questions que nous devons répondre. Voilà donc un diagramme qui montre qu'à peu près 80%. Some are symptomatic. Then we have un pourcentage de personnes, 80% donc des cas de coronavirus donc sont asymptomatiques. Certaines hypothèses qui sont venues en matière de pourquoi nous avons la plupart de ces infections en Afrique donc sont asymptomatiques. C'est de regarder le système d'immunité
donc, qui a lieu entre l'âge moyen vers l'âge adulte ou l'âge des vieux. Alors, l'âge moyen en Afrique est à peu près 19 ans. Il y a 91% des infections en Afrique qui sont dans les personnes donc, qui ont plus de 60 ans. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il y a à peu près 80% des personnes qui sont asymptomatiques. Il y a aussi des personnes donc, qui sont vulnérables, associées avec la population vulnérable, la population vieille, aussi les patients qui ont déjà d'autres maladies telles que l'hypertension, la diabète, le rein. Actuellement, l'infection se trouve dans le milieu urbain. Là, il y a beaucoup de transports par route ou par avion. Maintenant que nous avons des restrictions qui ont été levées, nous avons maintenant beaucoup de mouvements dans les malheureusement dans les milieux ruraux. C'est là où il y a beaucoup de vieux, c'est là où il y a beaucoup de personnes donc, qui sont détectées avec ces maladies. Au Kenya, par exemple, nous avons eu donc, une épidémie de malaria, nous avons les patients de la malnutrition, nous avons les personnes qui ont le VIH-Sida, qui n'ont pas assez de traitement parce que il n'y a pas assez d'installation de santé. Alors, pendant ce temps-là, nous avons des patients qui ont des problèmes, donc d'autres maladies. Diapo suivante. The COVID-19 research in Africa. We have quite a number of questions, but we do not have the answers up to now. And for us to be able to get these answers, we need to conduct quite a lot of studies to be able to provide us with. Là, on parle du fait que nous devons mener beaucoup d'études, donc pour donner les données de qualité. Au début de l'année, même si nous n'avons pas eu beaucoup de cas en Afrique, nous avons eu très peu d'études. In the studies, but en septembre, il y avait assez d'études faites, mais très peu d'études donc en Afrique en général. Pour la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons besoin de faire cette recherche en Afrique, alors que nous avons les maladies ou les malades asymptomatiques. Il y a seulement 20% donc, qui présentent des signes sérieux. Alors, nous devons regarder notre contexte en Afrique. Nous trouvons que nous avons une petite capacité d'être capables de gérer donc, nos patients. Nous avons la capacité limitée des soins intensifs quand nous parlons de la gestion des cas critiques. On ne parle pas des lits de l'hôpital seulement, on parle aussi des ressources humaines, les docteurs en soins intensifs, les physiothérapeutes, les nutritionnistes. Certaines des choses dont nous ne parlons pas, c'est que quand nous avons un cas critique, take care of 2 to 3 patients at a particular time. So even if we have 100 beds at a particular hospital, if you only have 10 nurses, it means that hospital at that time can only conduct critical care management for only 20 to 30 of these patients. Nous avons besoin donc des orientations des directrices pour la gestion des cas. Si vous regardez le Kenya, par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, il y a le nombre de cas qui augmente rapidement. Il y a eu le moment où il y a eu 1000 cas par jour. Alors, ça nous rappelle que sur 800, nous avons 200 qui ont des maladies sévères. Ce sont les patients qui ont besoin d'avoir le soutien respiratoire, ventilation mécanique, la gestion de soins vraiment critiques. En même temps, nous avons 800 personnes donc, qui progressent vers les maladies sévères. C'est pourquoi nous ressentons ce besoin, parce que nous n'avons pas de traitement pour ces cas
modérés. Nous devons alors avoir les traitements en place qui vont prévenir cette prescription de cas modérés vers les cas graves pour éviter les morts. Prof. Elisa a mentionné le fait d'avoir le traitement dans un endroit qui peut ne pas être applicable dans un autre endroit à cause de la recherche clinique qui a été faite. C'est le cas aussi en matière de traitement ou des médecins. Parce que, par exemple, l'essai clinique a été fait dans une population, mais cela ne peut pas être applicable dans une autre population. Alors, nous devons encore générer nos propres données qui peuvent s'appliquer dans notre contexte. Si vous pouvez donc développer un médicament dans notre contexte, est-ce que l'administration de ce médicament va s'appliquer en RDC ou ailleurs? Voilà les questions que nous devons nous poser avant de chercher les vaccins et les traitements. Et enfin, comme nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup de preuves qui montrent donc l'adoption de beaucoup de... Nous avons besoin de données générées en Afrique. On a parlé d'avoir peur, d'avoir trop de travail des travailleurs de santé pour pouvoir donc gérer les cas qui deviennent de plus en plus nombreux. Il y a risque d'être dépassé. Donc, il faut regarder notre population en matière du fait de confinement. Parce qu'il y a des personnes donc, qui dépendent du salaire journalier pour répondre aux besoins de leur famille. Ces gens donc, ont besoin de travailler pour prendre soin de leur famille. Nous devons chercher une solution pour ces personnes. Parce que si ces personnes donc, sont infectées, donc il faut savoir comment on peut prévenir que cette maladie soit grave. Nous avons besoin de... Diapo suivante. Nous avons besoin des essais cliniques bien faits pour avoir donc les résultats de qualité et les données de qualité donc, sur nos populations. Pour appuyer les lignes directrices sur la prévention. Diapo suivante. C'est la raison pour laquelle DNDi et d'autres partenaires ont lancé l'essai clinique d'anticorps en Afrique. C'est l'espoir comparatif adaptif qui est ouvert, donc qui va faire le test sur la sûreté et l'efficacité des traitements pour les patients qui ont l'étape modérée. Alors, ce vaccin donc, va prendre en considération donc, l'adaptation. L'objectif, c'est de répondre aux besoins urgents, d'identifier les traitements qui peuvent être utilisés pour traiter les cas modérés. Nous espérons donc enrôler à peu près 3000 patients dans 13 ou plus de pays en Afrique. Si nous regardons les traitements, nous devons aussi nous assurer que dans notre travail, nous puissions donc avoir accès aux traitements pour s'assurer que les résultats de recherche et les outils de santé puissent atteindre tout le monde qui en a besoin. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, aux donateurs, à l'industrie et aux communautés de recherche de prendre en considération ces étapes, que avec les partenaires puissent, après les essais cliniques, de travailler avec les partenaires locaux, le ministère de Santé dans le continent et d'autres acteurs en Afrique, tels que Afrique CDC, pour s'assurer que toute notre population puisse avoir accès à ces traitements. Merci. Merci beaucoup, Dr. Nyong'ie, pour cette présentation excellente. Nous avons beaucoup de personnes qui nous rejoignent, sur Zoom, Facebook, YouTube, Twitter. Continuez à Twitter, hashtag AfricaCol19. Je voudrais mentionner Alain Solal de Genève, de Suisse, Franklin Brice
de l'Ibala, du Cameroun. Nous avons Gel, Tio, de Culture Sans Frontières, Roche-Landi, Sema, Yenachan. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints. Continuez à envoyer ces questions. Dites-nous là où vous êtes. Parce que nous avons adressé ces questions aux panélistes. Le COVID-19 a été déclaré quand le premier cas a été trouvé en Afrique en février. Certains pays, y compris le RDC, qui venait de l'épidémie d'Ebola, les gens donc, qui avaient ces problèmes. Je voudrais donc inviter notre panéliste suivant, Steve Aouka, qui était en charge. Qu'est-ce que vous avez fait donc pour apporter une réponse au... Yes, hello again. Bonjour. To everybody. Bonjour à tous. And many thanks to merci beaucoup pour m'avoir invité pour partager ce moment merveilleux avec vous, pour partager l'expérience africaine. Comme vous avez déjà dit, DRC has a special situation because it is RDC a une situation spéciale. I mean, Ebola parce que nous avons connu l'épidémie d'Ebola avant le COVID-19. Ebola outbreak during as you know. Aussi, donc, Ebola nous a frappé beaucoup, comme vous le savez, pendant l'épidémie d'Ebola en RDC, nous avions beaucoup de leçons apprises. Les leçons que nous avons apprises, c'est de comment engager la communauté pendant la crise sanitaire. Je voudrais dire que la différence entre les deux épidémies dans le contexte des Congolais, donc ça dépend du comportement des Congolais. Ebola n'était pas vraiment bien compris par la population. Nous pensions que pendant le COVID-19, puisqu'il est venu de l'extérieur, nous puissions peut-être avoir moins d'effets négatifs. Que donc le vaccin serait facile. Alors, la leçon principale que nous avons apprise pendant l'Ebola, l'épidémie d'Ebola, c'est à travers donc, le vaccin. Certains lessons are below. First is to develop an integrated communication strategy on surveillance, patient care, but also vaccination. C'est que donc on doit accélérer la stratégie pour avoir le vaccin. La stratégie devrait être bien comprise en matière de vaccination, par exemple. The concept of trial, they need to understand the side effects and and so on. The second lesson is deuxième leçon, c'est que to ensure nous devons nous assurer qu'il y ait l'engagement communautaire des leaders et des leaders politiques. This is very important. Alors, c'est très important qu'avant d'engager la communauté, donc les leaders politiques doivent prendre le devant pour donc, éviter une mauvaise information, une mésinformation pendant la crise. Notre leçon, c'est que nous devons former les travailleurs de santé pour qu'ils puissent avoir accès aux ressources clés
pour répondre aux questions donc, qui affectent la communauté. Parce que les professionnels de santé they are, maintaining the cycle of resistance. Donc, ils doivent expliquer les mesures de sécurité donc, pour la communauté. Notre leçon, c'est que on doit fournir donc les médicaments dans les installations de santé. What we are proud in DRC is to integrate. En RDC, donc nous visons à intégrer la science sociale pour qu'on puisse comprendre la dynamique sur les perceptions et informer les stratégies de réponse. Et d'appliquer la stratégie donc suivant la réponse de la communauté. Alors, certaines leçons sont celles-là, mais je serais content de discuter l'une des aspects ou des leçons que nous avons apprises de la crise d'Ebola pour pouvoir les adapter dans le contexte de la crise du Covid. Il y a deux épidémies, donc l'Ebola en Afrique, en RDC de l'Est, et Covid-19 donc dans tout le RDC. Merci beaucoup, M. Arouka. Je vois les questions qui surgissent. Merci beaucoup pour avoir participé. Continuez à faire le Twitter à hashtag Africa COVID-19. Envoyez-nous les questions que nous allons soumettre aux panélistes. Alors, les présentations seront disponibles. Je pense que ce webinaire sera enregistré, sera disponible après cet événement. D'abord, je voudrais lire certaines questions qui viennent de notre auditoire jusqu'à maintenant. Alors, on commence par une série de questions sur le vaccin. Et il y a une question d'Alice Dexlore. Est-ce que la stratégie de vacciner tout le monde en Afrique, ou bien de définir les populations clés d'abord, ou cibles, est-ce que cela va se faire partout en Afrique ou bien dans quelques parties comme l'Afrique centrale, par exemple? Alors, le professeur, vous pouvez réagir. Il y a des questions que je vais soumettre donc au panélistes. Est-ce que c'est vrai qu'aucun pays francophone donc héberge l'essai clinique de vaccins? Si c'est le cas, pourquoi? Franklin Rees du Cameroun. Quels sont les défis majeurs que vous confrontez dans la recherche et comment est-ce que ces défis sont vraiment surmontés? Je vais prendre cette série de questions et répondre d'abord. Professeur Lys, voudriez-vous commencer? Merci beaucoup. Très bonne question. La première, quelle est la population? Ce sera tout le monde qui va subir le vaccin. Il y a deux réponses. D'abord, on ne peut pas avoir assez de vaccins pour faire le test de tout le monde. Nous avons un nombre limité de vaccins. Alors, parce que nous avons besoin de mécanismes de financement, nous espérons que nous aurons beaucoup de pays dans la région pour donc supporter volontaire. Comme ça, nous serons capables de garantir un certain pourcentage de vaccins pour chaque pays dans la région. Mais nous ne voudrions pas voir que les pays les plus riches commencent. And there was really very little left for our region. So the COVAX facility idea is that to begin. L'idée, c'est de commencer avec très peu de vaccins disponibles et aussi comment les distribuer dans les pays différents. Alors, pour dire, par exemple, peut-être qu'on peut prendre 10% de la population pour commencer. Il y aura beaucoup de travail à faire avec l'OMS et le groupe de Gavi, etc., qui sont en train de voir ça
compte tenu de l'épidémiologie. Alors, il faut se poser la question de savoir si on est en train de protéger les gens, de sauver les vies, mais aussi protéger les gens qui sont à plus haut risque, ou bien de réduire la transmission du virus dans la population. Pour le moment, la discussion focalise sur le vaccin limité, et surtout, donc, il faut viser les professionnels de santé. Nous voudrions donc aussi bien sûr protéger la vie des professionnels de santé qui travaillent en matière de COVID-19. S'il y avait l'équipement de protection personnelle suffisant, ça serait mieux, mais alors, ce n'est pas le cas. Alors, cela montre qu'il y a beaucoup de risques donc, pour les professionnels de santé qui doivent rentrer dans la communauté. Alors, si nous utilisons les professionnels de santé qui sont vraiment exposés, donc c'est un problème. Alors, nous disons d'abord travailleurs de santé, mais aussi d'autres gens qui sont à risque de mortalité élevée. Ça dépend des données que nous avons. Nous voudrions donc considérer les plus vieux et aussi nous devons comprendre aussi les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, parce qu'ils ont des problèmes et des défis spécifiques. Alors, nous voudrions donc savoir si les vaccins fonctionnent pour les gens qui ont le VIH-Sida. Ce vaccin est sûr. Quel est le risque? Aussi en matière de séropositifs, par exemple. Il y a d'autres choses que nous allons considérer. Donc, voilà les décisions. Et pour le moment, avec le vaccin limité que nous avons pour commencer, beaucoup de personnes pensent sur les professionnels de santé qui travaillent en matière de réponse au COVID-19 et les personnes qui sont à haut risque. Il y a aussi les questions relatives à la communication et à la communauté aussi. Social media in Africa is swamped. Les médias sociaux en Afrique donc envoient des messages anti-vaccination. Alors, qu'est-ce que vous pensez, chers panélistes? Comment est-ce qu'on peut dire en matière de ces vaccins? Et notre question aussi de Cissé Kassai. La question c'est, est-ce qu'il y a eu la preuve de la réinfection du COVID-19 en Afrique? Alors, avec la première question sur les médias sociaux qui sont contre les vaccins. Alors, qu'est-ce que vous dites, professeur Laouka? Parce que c'est une question très importante quand il s'agit, par exemple, de l'école. Sentez-vous à l'aise de parler français parce que nous avons beaucoup de participants qui suivent en français et d'autres qui sont anglophones. Il y a d'autres qui suivent la traduction. Professeur, vous avez la parole. So you want me to speak in French? If it pleases vous pouvez parler en français. Si c'est plus commode, vous pouvez le faire. Sorry. Pour que les francophones puissent aussi comprendre mieux, vous pouvez aussi parler en français. C'est bien. Okay. Alors, donc, vous parlez dans la langue que vous choisissez, de votre choix. Bon, oui. Je crois que nous avons une épidémie d'Ebola et présentement encore, nous avons une épidémie de la poliomyélite dérivée du vaccin ici en RDC et on est en pleine campagne de vaccination et on a eu des cas de résistance parce qu'on a confondu la vaccination habituelle à la vaccination COVID. Alors, une des raisons de notre point de vue qui fait que les Africains, nous ne croyons pas, c'est que les gens ne sont pas informés qu'il y a les mêmes efforts de vaccination ailleurs. La réflexion est simple. Pourquoi est beaucoup plus importante, c'est-à-dire en Occident, on voudrait commencer à vacciner ici, chez nous, en Afrique, où la maladie semble être maîtrisée. C'est un peu l'irrationnel. Et comme une des leçons, c'est vraiment d'apporter la bonne information et de commencer par les leaders
leaders politiques, leaders sociaux, pour qu'ils aient la bonne information. Et c'est comme ça qu'on peut progressivement arriver à balancer la tendance de la croyance. Et ça, nous sommes parvenus à inverser oh, sorry. Et nous sommes parvenus, par exemple, lors de l'épidémie des parce que les stratégies de communication ont commencé par les personnes et les leaders communautaires et les leaders politiques la bonne information. Et actuellement, à l'épidémie de Mbandaka, on n'a pas beaucoup de problèmes parce que la stratégie a été appliquée dès le départ. Merci beaucoup, Professor Ahuka. Thank you very much for that. And for those of you who are following pour ceux qui suivent en anglais, je crois que vous avez suivi parce qu'il y a le bouton interprétariat où vous pouvez cliquer pour écouter la traduction en anglais. Une autre série de questions, une question qui vient de Sharon Lynch des États-Unis, dirigée à Dr. Kingerson. Parler de distribution des kits de tests. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aborder ce problème donc des kits de tests qui ne sont pas suivants, qui ne sont pas suffisants? Yes, absolutely. And I think the je pense que ce que j'ai dit dans la présentation est valide. Que nous sommes mieux préparés par rapport à il y a 10 ans, 10 mois plutôt. Parce qu'avant, c'était très difficile. Aujourd'hui, avec la plateforme mspl.afrique, on appelle chaque. Vous pouvez donc cliquer là-bas et comprendre le diagnostic et aussi les dispositifs pour répondre au COVID-19. Comme j'ai déjà dit aussi, avec l'OMS, nous commençons à distribuer les tests d'antigènes, ce qui va être une bonne approche. Je pense que les questions que nous avions il y a 6 mois en matière de diagnostic, etc., ça a amélioré. Nous devons maintenant décentraliser les tâches le plus possible et continuer à intensifier cela pour que dans la levée des restrictions, nous puissions vraiment faire et aussi appliquer les mesures de santé, par exemple l'isolement, la quarantaine, etc. Sinon, vraiment, nous avons beaucoup d'opportunités vraiment de résoudre ce problème. Il y avait une question sur le vaccin et comment ils vont être distribués. Où en sommes-nous en matière de s'assurer que les Africains vont avoir le vaccin et qu'ils ne seront pas laissés de côté? Nous travaillons comme la Commission de l'Union africaine et de CDC aussi à travers différents canaux. D'abord, nous appuyons donc l'initiative soutenue par l'OMS, Gavi, etc. Donc, nous devons prendre notre destinée à nos mains comme continent pour nous assurer que nous avons assez de financement pour appuyer donc l'acquisition des vaccins, travaillant avec d'autres groupes tels que d'autres instituts d'Inde. Cette discussion est en cours et nous espérons que certaines banques vont être prêtes de donner 5 milliards de dollars parce que nous essayons de mobiliser les fonds et aussi de mobiliser 1,8 milliard. Et ces banques aussi vont nous donner plus de fonds. C'est un montant significatif pour pouvoir avoir assez de vaccins. Sa voix est perdue encore une fois.
That is one. Second is that we have to strengthen delivery systems. And thirdly is that we need to begin to think of local manufacturing on the continent. Those are the three ingredients that will make us pleased that we can actually, that we can effectively talk about timely access and equity in vaccines distribution as far as Africa is concerned. Over. Thank you very much. And there are many questions coming in, particularly on vaccines and research. This question is from Miriam, directed to Professor Rees and Dr. Nyaoke. What about research on pregnant women? Are we lacking research on pregnant women and COVID-19? And will they be included in Anticov? Professor Rees, would you like to go first? It's a really, really good question because, for example, I just mentioned that a priority group that we might want to C'est une bonne question. Donc, l'immunisation pour les femmes enceintes, qu'en est-il? Donc, en priorisant les besoins de santé, donc, tient en compte surtout les femmes à l'âge de reproduction. Alors, il y a beaucoup de développeurs qui disent qu'on doit être vraiment prudent en matière de faire les essais de vaccination. Alors, dans beaucoup de ces études, nous allons avoir beaucoup de participants. Alors, donc, il faut qu'on puisse exclure les femmes enceintes pour éviter les dégâts. Alors, une des choses que nous allons faire dans cette étude, c'est de nous assurer que ces femmes enceintes soient d'abord suivies, donc avant qu'on puisse faire les essais. Certaines technologies et tests donc, vont assurer donc, que ces femmes enceintes donc, soient prises, soient vaccinées avec prudence. Alors, nous devons être prudents pour donc, évaluer la sûreté, particulièrement pour les femmes enceintes. Alors, il y a par exemple les vaccins spéciaux, donc qui doivent être pris en considération. Nous sommes en train de voir comment on peut intégrer toutes les formes de vaccins et aussi considérer les femmes enceintes. Merci beaucoup, professeur Rees. Dr. Nyaoke, quand vous répondez à la question relative aux femmes enceintes et COVID-19, voilà une autre question pour vous. Quelles sont les leçons que nous devons apprendre de ces efforts continentaux pour étudier donc, les médicaments ou les vaccins donc, pendant les premières étapes dans le développement donc, des médicaments, même pour le futur? Dr. Nyaoke. So for the first one, for Merci, Anne. Pour concernant les femmes enceintes, Lise a répondu à cela. Cela est applicable aussi à nos médicaments que nous développons. Quand nous essayons de nouveaux médicaments, nous avons tendance d'éviter les femmes enceintes. Donc, pour d'abord étudier la sûreté de ces médicaments. Alors, si ces médicaments ont été utilisés pour les femmes enceintes avant, alors ça sera donc applicable dans l'essai clinique. Donc, nous nous assurons toujours que ces femmes enceintes ne sont pas exposées au danger des essais cliniques, que ce ne soit pas un danger donc, pour elles. En regardant différents médicaments que nous allons appliquer dans les essais ou d'autres médicaments à essayer, nous allons considérer ça parce que nous comprenons que les femmes enceintes, pendant les grossesses, ils ont donc la de l'immunité. Alors, nous devons éviter donc, le cas pire. Pour la deuxième question, nous sommes en train de voir notre collaboration au sein du continent, ce que nous pouvons faire pour être capable de documenter nos essais cliniques
au niveau du continent. Alors, pour ces essais, nous avons certains pays, et nous sommes en train de voir comment on peut faire ces essais donc, parce que nous avons constaté que la plupart des essais dans le continent ont été vraiment fragmentés. Nous voyons que travailler ensemble, donc mobiliser nos ressources ensemble, avoir les chercheurs, les essais, les gens qui font les essais, donc les personnes qui ont différentes capacités. Donc, cela va nous aider à faire le travail plus facilement. J'espère que l'expérience pratique que nous avons au sein de cette pandémie et aussi dans ces essais, cela va nous aider à augmenter nos ressources pour pouvoir mener de meilleurs essais dans le futur. Merci beaucoup, Dr. Yao. Une très bonne question du professeur Aouka. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour convaincre la communauté sur l'existence de cette pandémie, surtout dans les milieux ruraux? Comment est-ce que vous traitez de cette question, surtout dans l'RDC de l'Est? Parce que je me rappelle que aller dans la communauté là-bas, c'est pas facile. Donc, convaincre ces gens que l'Ebola existait, donc, c'était pas facile. Nous autres qui allaient là-bas, parce que nous y allons par force. L'Ebola donc était étrange pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour convaincre la communauté sur l'existence de la pandémie du coronavirus? Professeur Aouka. In French, and for our audiences, you can go to the bottom of your page and click on interpretation to continue listening in English. OK. Oui, merci beaucoup pour la question. Exactement, c'est que nous avons créé une cellule d'analyse en sciences sociales, en épidémiologie, qui enquêtait à chaque fois dans la communauté pour recueillir les perceptions et adapter les stratégies par rapport aux personnes. Permis à chaque fois de savoir le niveau des connaissances de la communauté, les niveaux d'incompréhension, des fausses informations et adapter la communication pour combler ces gaps. Et c'est ça qui a été, qui a permis de vaincre les résistances. Et actuellement, nous utilisons la même stratégie pour COVID et au Ebola autour de Mbandaka. Et ça, c'est très important parce que lorsque souvent nous avons tendance, nous en Afrique, d'importer les stratégies qui sont pour la plupart faites à partir de l'Occident et pour les cas COVID, parce que c'est une nouvelle maladie, beaucoup de choses ont commencé là-bas, donc on était en train de faire du copier-coller. Mais notre expérience nous a permis chaque fois d'avoir les feedbacks de la communauté et d'adapter les stratégies. Par exemple, la stratégie de tester isolé, promulguée, mais lorsque les perceptions, la stigmatisation de la maladie est forte, le test peut devenir un frein pour que les gens adhèrent à la maladie. Donc, il faut commencer par faire comprendre, recueillir toutes les informations de la communauté avant d'adapter la stratégie. Ce qui fait que nous, en RDC, nous ne testions que les symptomatiques et ça nous a permis, par les symptomatiques, d'atteindre les contacts tout autour. Donc voilà, chaque fois enquêter pour avoir la perception des communautés et adapter des stratégies de santé publique et d'intervention autour de personnes permettent en tout cas les interprétations et les mauvaises informations. Merci beaucoup, professeur. Here's another question for. Il y a une autre question pour le Dr. Kingason avec donc le test qui demande le personnel donc compétent. Est-ce qu'il y a assez de ressources humaines
Combien de temps prend le test avant de donner les résultats? Il y a une question de Cissé Kassai qui a été répondue. Puisqu'il y a eu la preuve de la réinfection avec le COVID-19 en Afrique. Le test d'antigène est très facile à utiliser, plus facile à utiliser par rapport à PCR test. Ça va prendre 30 secondes, 30 minutes plutôt. Au niveau de l'Afrique CDC, nous travaillons avec les autres pour donner l'information pour l'utilisation des tests. Je pense que cela va être plus facile et nous permettre de décentraliser le test au niveau plus au niveau régional sur régional. Mais nous devons aussi former le personnel pour nous assurer de la qualité. S'agissant de la réinfection, suivant les études, donc on a trouvé que la réinfection peut avoir lieu à n'importe quel moment. C'est très important parce que si quelqu'un est infecté et qu'il développe les anticorps, avec le temps, ou bien l'immunité, si l'immunité diminue, donc la personne peut être réinfectée. Mais peut-être plus d'études vont nous donner plus de réponses à cette question. Mais donc, je ne peux pas dire si c'est possible. Ça dépend de l'immunité de la personne. Merci beaucoup. Alors, la dernière série de questions ont été posées même avant le début de ce webinaire. J'ai lu Silam Son Asles de l'Université de Gondar en Éthiopie a demandé si le taux d'infection qui est dépend de l'utilisation des masques, du lavage des mains et aussi du respect d'autres mesures. Mais il y a aussi d'autres maladies qui peuvent contribuer, par exemple le sida, la diabète, etc. The next question Alors, is from en est-il de la prévention et du contrôle d'autres maladies? Il y a beaucoup de facteurs qui ont été pris en considération pour donc savoir pourquoi l'Afrique n'a pas connu vraiment le taux très élevé de décès. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a eu lieu pour répondre à cela? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a très peu de cas de décès? Finalement, on parle sur la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde. De diminuer les restrictions en matière de propriété intellectuelle pour améliorer la découverte du vaccin, pour que la population, surtout en Afrique, puisse accéder plus facilement au vaccin. On va commencer par le professeur Lulis, et puis Dr Nyaoke, et puis professeur Aruka, et finalement Dr Kenga, avant que nous puissions clôturer. Merci. La première question. This isn't an issue. On peut dire que c'est une question, ce n'est pas un problème. Vous voyez les chiffres qui sont montrés. Il y a plus de 20%, plutôt 80% qui présentent des signes modérés. Nous avons la mortalité en Afrique, bien sûr, mais nous avons vu aussi que la mortalité augmente pour les personnes qui ont une comorbidité. Alors si nous ne faisons pas attention, il y aura des milliers de personnes qui vont être infectées, qui vont mourir. Et si les économies vont en souffrir, nous sommes d'accord là-dessus. Donc, nous avons vu que le confinement fonctionne bien et les restrictions aident aussi pour éviter que nous soyons dépassés des cas. Alors, comme nous l'avons dit, en Afrique, est-ce que le très peu de cas est expliqué par la population très jeune?
Peut-être le fait de vacciner beaucoup d'enfants, donc ça peut protéger les personnes donc jeunes contre donc l'infection du COVID-19, etc. Nous cherchons à voir d'autres choses que nous faisons peut-être dans la communauté pour donc assurer la protection. Par exemple, peut-être dans d'autres pays, il n'y a pas les mêmes structures de vaccination. Bien sûr, nous devons aussi prendre en considération la malaria, le VIH-Sida, la tuberculose aussi. Nous avons déjà vu le VIH-Sida et la tuberculose, donc il y a très peu de personnes donc, qui sont vraiment suivies. Merci beaucoup, professeur. 30 secondes pour chacun. To summarize your answer and résumer vos réponses et vos allocutions de clôture. Merci pour résumer ce que le professeur a déjà dit en matière peut-être que nous avons besoin de regarder le COVID-19 en Afrique. Nous n'avons pas assez de réponses à donner. Nous devons faire plus de recherches pour prévenir les décès dans la mesure du possible. Comme Kengason a dit, nous avons regardé donc, la relation entre le VIH-Sida et le COVID-19. Bon, je ne sais pas combien d'ondes ou d'épidémies qui vont s'en suivre, mais nous devons éviter les fatalités. Si nous sommes capables d'avoir des réponses maintenant, trouver le traitement, le vaccin à place, voilà, ça vraiment, c'est une priorité. Travailler sur les maladies négligées. Il y a beaucoup de maladies dont les gens meurent. COVID-19 est une pandémie pour le moment, mais ça ne suffit pas que nous devons donc ignorer d'autres maladies endémiques, mais nous devons aussi considérer d'autres maladies. Merci beaucoup, docteur Aouka. Brièvement. Oui. Merci beaucoup. Je pense que, comme les autres collègues ont dit, l'Afrique a été jusque-là orientée pour essayer de répondre au cours de ces 2-3 derniers mois, disons 6 derniers mois de la crise Covid. Et je pense que maintenant qu'il y a une certaine stabilité, les efforts doivent être faits pour essayer de répondre à ces différentes questions. Et nous, en RDC, on a commencé par une étude simple de savoir la séroprévalence des anticorps anti-Covid dans certaines populations. On pense que ça peut être un début pour commencer à comprendre pourquoi les raisons de cette situation ici en Afrique. Mais on est vraiment orienté vers des questions qui peuvent aussi aider pour d'autres maladies. Merci. Merci beaucoup, Professeur Steve Aouka. And finally, Dr. John Kengasong. Finalement, John Kengasong, la question de clôture. Je pense que les commentaires de mes collègues Hélène et Steve vont faire mon travail plus facile. Nous avons besoin de continuer à être prudents avec ce virus. Nous avons bien fait. Les données montrent, comme j'ai déjà dit, que nous sommes en train vraiment de bien faire. Nous devons être encouragés à ce que nous avons fait, mais nous devons aussi avoir donc, une alerte précoce parce que nous ne sommes pas immunisés contre le virus. Parce que ce virus peut nous décevoir et puis avoir le pire. Alors, le message est que, donc, on ne doit pas croiser les bras, on ne doit pas se fatiguer, parce que nous devons donc respecter les mesures de sécurité, porter les masques, etc., en attendant le vaccin. Mais pour le moment, le vaccin que nous avons, c'est le masque que nous devons utiliser de façon durable. Je demande au gouvernement d'Afrique d'appuyer la population, surtout les vulnérables, pour qu'ils puissent donc leur donner les masques. Si quelqu'un est pauvre
et qui doit aussi nourrir les enfants. Donc, il peut peut-être négliger le fait d'acheter les masques. Alors, il demande au gouvernement africain de donner une assistance aux communautés pour qu'on puisse pour continuer à aider la communauté à s'approprier de cette réponse. Le gouvernement doit faire sa part à travers l'assistance. Encore une fois, donc, prenons ce virus au sérieux parce que nous avons mené vraiment un bon combat, une bonne lutte. Les vaccins seront là. Ça va prendre beaucoup de temps avant que nous puissions garantir la santé de la population. Parce qu'il y a beaucoup. Donc, il faut que le système soit en place. Et avant que donc les vaccins viennent, il faut sauver la vie des milliers de personnes. Merci pour l'opportunité de contribuer à ce programme très important. Merci beaucoup, Dr. Anderson, pour ce message important donc, pour le continent. C'est une conversation très importante et je remercie tout le monde qui nous a suivis de différentes plateformes Twitter, Facebook. Donc, continuez à donner vos points de vue, et même ici au Zoom. Alors, pour terminer ce webinaire, on m'a donné quelques minutes. Je voudrais inviter quelqu'un très important, le directeur de BNDI Afrique, bureau d'Afrique, Monique Wassouna, qui va nous donner une allocution de clôture. Thank you very much, Anne. Good morning. Merci beaucoup, Anne. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous de là où vous êtes. Moi, je voudrais juste donc faire le remerciement, donner le remerciement. Je voudrais commencer à dire que c'était vraiment un webinaire réussi. Nous avons discuté beaucoup de questions importantes. Et nous avons beaucoup de participants de différentes plateformes, comme Anne a déjà dit. Alors, merci à tous pour avoir rendu ça un jour donc inoubliable. Alors, merci au modérateur, à la modératrice Anne Soy, donc vice-présidente pour BC. Bien joué, Anne. Nous apprécions votre rôle. C'était vraiment très bien. J'ai aimé beaucoup. Avec un bon sourire, c'était très merveilleux. Merci. Merci. Je voudrais remercier Dr. John Casson, directeur Afrique CDC, pour donc le discours donc important. Donc, il a inspiré beaucoup de personnes en Afrique. Nous avons fait beaucoup dans le continent à cause de votre leadership. Bien joué, John. Je pense que la première fois qu'on a interagi, c'était lors des interviews de BBC, quand Joseph et moi étions en train de discuter cela. Vous avez fait un bon travail là-bas et aujourd'hui vous avez fait très bien. Alors continuez donc et nous aider. Et les gens vraiment vous écoutent attentivement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de croisement des bras, il n'y a pas de fatigue. Et on ne doit pas se fatiguer, que les gens doivent donc être rappelés de porter les masques. Merci beaucoup, John, pour votre parole de sagesse. Anne Rees, directrice exécutive de WIS Productive Health et de BHCDA. Vous le savez, les voix des femmes africaines, des scientifiques africaines, donc, sont minoritaires. Nous sommes très contentes et très orgueilleuses d'avoir vos contributions pour amplifier nos voix. Le travail que vous faites actuellement en matière de vaccins est très bien apprécié. Maintenant, Dr. Borna Yaoke, chargé du projet. Merci beaucoup, Borna. Vous êtes un exemple des jeunes en Afrique qui prennent à cœur
sur ce qu'ils font. Parce que l'Afrique est composée par la jeunesse. Alors, vous, directrice, nous sommes très contentes de vous. Vous avez bien fait. Professeur Steve Aouka, chercheur au niveau de l'Institut national de recherche médicale, gérant pour la réponse au COVID-19. Et aussi, merci beaucoup pour votre expérience en matière d'Ebola que vous êtes en train d'utiliser pour combattre le COVID-19. Nous avons besoin de cela en Afrique. Donc, pour avancer, nous avons beaucoup d'expérience comme la vôtre. Bien fait. Donc, on ne peut pas donc aussi parler de traitement seulement. Il faut donc apprendre beaucoup de choses à travers les expériences. Et c'est cela dont nous avons besoin. À vous tous, panélistes, encore une fois, merci pour avoir partagé les leçons que le monde peut apprendre d'Afrique et comment nous pouvons collectivement aborder la pandémie du COVID avec la réponse rapide des gouvernements, des leaders et des institutions telles que Africa CDC. Nous avons pu répondre à la pandémie, mais nous ne sommes pas vraiment sécurisés. Nous devons continuer à travailler ensemble. Continuons la recherche pour que nous puissions avoir les données crédibles qui nous sont spécifiques, comme Borna a dit. Nous devons engager la communauté, comme Jiva a déjà dit. Donc aussi, nous devons surmonter cette pandémie. Alors, ce sont donc les gens invisibles qui travaillent jour et nuit pour faire cet événement réussi. Je voudrais remercier donc la coalition EDNDI et d'autres institutions d'Afrique de Genève, de RDC, du bureau de Nairobi. Donc, je vous remercie à vous tous pour mon travail. Mesdames et messieurs, au nom de DNDI et de la coalition de recherche en matière de COVID-19, je voudrais vous remercier pour avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Nous avons des participants de toutes parties du monde qui ont fait vraiment cette interaction. Ce webinaire a été coordonné par notre office du bureau Afrique du Sud, RDC, Amérique du Nord et Genève. Alors, gardons cette discussion en terminant ce séminaire où vous invite à apprendre beaucoup sur notre travail en matière de COVID-19 à travers notre plateforme digitale. Donc, continuons le partenariat parce que personne ne peut faire ceci en isolement. Donc, nous devons travailler ensemble. Merci. Et à vous la parole, Anne. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Dr. Wasuna, à nos panélistes. Merci pour être venus et pour les contributions excellentes à notre auditoire. Merci pour avoir posé ces questions. On ne pourrait pas répondre à toutes ces questions parce qu'on n'avait pas assez de temps. Mais continuons la conversation. En terminant, donc, on va vous quitter avec cette vidéo. Merci encore une fois pour nous avoir rejoints. Au revoir.